Deuxième partie en compagnie de Marine Gall, qui est responsable de la communication interne chez Cultura. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler com interne, mais plutôt parler communication au sens le plus large du terme, car figurez-vous, Marine est également professeure de communication depuis plus de 10 ans à l'INSEC, qu'elle a fait énormément de communication publique, et que donc c'est une véritable communicante, pour ceux qui douteraient encore que les communicants internes ne sont pas de vrais professionnels du métier. Dans cette seconde partie, nous allons donc parler de l'enseignement de Marine, une véritable passion, de l'engagement des communicants, et puis aussi, il faut l'avouer, de la différence entre générations. Je vous invite, vous les plus jeunes, à l'écouter. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse en compagnie de Queen Marine Gall, responsable communication interne chez Cultura. Très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. J'embraye sur toi, Marine, parce que depuis 10 ans, bientôt 11, tu donnes également des cours à l'INSEC. Alors l'INSEC, c'est une école de commerce qui fait partie du groupe Omnes, et tu enseignes la communication à des M2 et des M1. Ouais. Donc tu n'as jamais quitté et tu ne quitteras jamais la communication externe. Qu'est-ce que tu leur enseignes à ces jeunes exactement ? Et puis qu'est-ce que tu te prends en pleine tête ? Parce que tu as de l'expérience, une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, si je ne dis pas de bêtises, hein, Marine, je ne veux pas te vieillir non plus, mais c'est ça ? Ouais, tu me vieillis un peu, mais j'en suis pas loin quand même. Pardon. Non, mais j'en suis pas loin quand même. Bon voilà, alors 17 ans et 3 mois d'expérience c'est ça, professionnelle. exactement. Mon Dieu, tu vois. C'est ça. Excuse-moi de t'avoir vieilli. Donc tu as 23 ans, tu étais très précoce. Et ce que je trouve incroyable, c'est que quand on discute avec nos jeunes, soit on est totalement affligé parce qu'ils n'ont rien à faire là où ils sont, soit inversement, ce sont des tueurs en série. Évidemment, les tueurs en série ne sont pas très nombreux, c'est comme partout ailleurs, dans toutes les écoles de communication ou de commerce, et c'est partout dans la vie pareil. Mais qu'est-ce que tu te prends en pleine tête et qu'est-ce que tu leur apprends à ces jeunes, comme on dit quand on est vieux comme moi ? Alors, ce que je me prends en pleine tête, c'est la disparition de la curiosité. Non, c'est une blague. Alors, disparition, le mot est un peu fort. Pour moi, c'est une source qui se tarit considérablement. Et le fait, tu sais, de ne pas aller plus loin que ce qui est sous son nez, quoi. Alors, ça va faire boomer, ce que je dis, c'est terrible. Mais je pense que c'est intimement lié aux habitudes qui sont celles des nouvelles générations, qui sont de lire vite, de zapper très vite. Moi, je me suis pris un jour une discussion avec un étudiant qui m'expliquait qu'il visionnait les séries en vitesse 1,5 pour aller plus vite et pour pouvoir, mettons, se faire 3 épisodes un soir au lieu de 2. Et alors, mais un moment lunaire, je lui disais « Mais pourquoi ? Pourquoi vous profitez pas simplement ? Je comprends pas. » Enfin voilà. Donc ça pour moi, alors il y a une sorte de frénésie du temps, de la performance aussi, etc. Et alors je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis pas psychologue, hein, mais cette pression de la performance vient atteindre et démoraliser d'emblée les jeunes. Mais moi personnellement, je pense que cette course au toujours plus, à en fait la saturation cognitive dans laquelle on est tous aujourd'hui par de la sollicitation permanente, fait que nos cerveaux en fait vont vite là où on leur dit d'aller parce que c'est plus facile et que de toute façon ça clignote dans tous les sens. Et bon ok, l'info qu'on me donne le plus vite et le plus fort, c'est celle-là. Bon c'est ça que je vais croire, c'est ça que je vais lire, c'est ça que je vais interpréter. Et j'ai le sentiment que dans l'apprentissage qui est celui d'un parcours d'études, mais ça peut être valable aussi à l'école, j'en sais rien, j'enseigne pas en école. Enfin, à l'école publique, enfin, l'enseignement avant le bac, quoi, je veux dire. Donc, sur des parcours d'études post-bac, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est des cerveaux qui sont très interpellés par les innovations technologiques, par le faire, par l'action, et qui ont beaucoup de mal à se concentrer sur de la réflexion, sur du stratégique, sur la prise de recul est un exercice qui leur demande énormément d'efforts. Alors c'est une généralité, hein, il y en a évidemment qui sont bons là-dedans. Pour moi, c'est ça qui me saute aux yeux, c'est la difficulté de la prise de recul, le faire et l'action qui sont... Alors pour le coup, ils peuvent être extrêmement brillants dans des idées, ils ont de la créativité à ce niveau-là, sur ce qu'on pourrait faire. Évidemment très influencés par les tendances, mais ça c'est normal. Et puis le marketing et la com sont des métiers influencés par les tendances, donc on peut pas leur en vouloir. Moi, c'est ça qui me saute aux yeux. Donc l'atténuation assez franche quand même de la curiosité, va au-delà de ce qu'on me propose.
Là, on t'a mis un cadre de travail, on t'a donné une consigne. Est-ce que tu es allé chercher plus loin? Et là, souvent, la réponse: «Ah ben non, non, moi j'ai lu, j'ai appliqué». Voilà, et donc va chercher plus loin, sois curieux. Marine, je t'interromps volontairement. Oui. Moi qui suis un vrai boomer, puisque j'ai 53, tu n'es pas, pardon de l'expression par avance, dépité par ce genre de réponse. Bah non, en fait, j'ai pas eu le temps d'aller chercher plus loin, ou j'ai pas voulu, ou pire encore, je n'y ai même pas pensé. Enfin, ça doit te... Il y a des fois, tu dois avoir les poils qui se hérissent, mais pas dans le bon sens du terme. Moi, je trouve ça dommage. Dépitée, je l'étais. Maintenant, comme tu le dis, ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne et j'ai un peu choisi mes combats parce que sinon, effectivement, tu es navré, hein, tu perds, c'est pas ça qui me mine. L'absence de curiosité, et pour le coup, tu me posais la question: «Qu'est-ce que j'enseigne?» En fait, j'enseigne ça. C'est-à-dire que mes cours sont jamais, faits de trucs à apprendre par cœur, de concepts à apprendre bêtement. J'enseigne globalement, les relations publiques, la méthodologie événementielle, les fondamentaux de la communication. Je me suis orientée, plus récemment, il y a quelques années, sur la communication responsable et ses enjeux. Donc ce que j'enseigne, en fait, c'est ça, c'est une logique, un bon sens, une capacité de réflexion, appliquée derrière à une méthodo. Mais la méthodo, en fait, à partir du moment où tu l'as compris, tu peux être aussi bankable que n'importe qui. Et à ces étudiants qui sont en école de commerce, qui est une école, comme les autres, hein, je veux dire, l'INSEC, elle prétend pas être parmi, les écoles les plus inaccessibles. Donc elle forme finalement des étudiants qui vont avoir un diplôme, un bac+5, mais que d'autres auraient ailleurs. Et donc moi, ce que je leur enseigne, c'est ça, c'est vous allez arriver sur un marché, vous allez avoir les mêmes compétences que tous ceux qui ont le même type de diplôme dans d'autres écoles ou dans d'autres universités. Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous allez proposer en plus. C'est ce que vous allez être capable de déduire, comprendre, interpréter, formaliser, vous, avec votre matière grise, votre capacité de réflexion et votre manière de l'animer, de le vivre et de l'incarner. Personne ne vous attend, vous allez candidater à une annonce à laquelle 200 autres personnes identiques à vous vont candidater. Qu'est-ce qui va faire qu'on va vous choisir, vous? Votre singularité, votre curiosité, ce que vous aurez fait en dehors, et cetera. Et donc c'est ça que j'enseigne. Donc je suis pas dépitée parce que je me dis: «Si dans le lot, il y en a qui m'écoutent, bah, c'est pour eux que je fais ça». Voilà. Justement, quand tu payes une école de commerce, je parle des élèves ou des parents, on te fait toujours miroiter, je l'ai vécu il y a 30 ans, hein, et d'ailleurs au passage, on m'a dit exactement la même chose quand je suis rentré à l'ESRN, qui s'appelle maintenant Rennes School of Business, qui est une école aujourd'hui plutôt top 10, top 15. Au début, en 93, elle avait 3 ans d'existence, donc c'était une école vraiment comme toutes les autres, un peu comme pourrait l'être l'INSEC, même si l'INSEC était déjà là, hein, il y a plus de 30 ans, je tiens à le rappeler. Ouais. Mais justement, quand on fait une école de commerce, on se dit qu'on fait quand même un peu partie des happy few. On n'est pas à HEC, ni à l'ESSEC, ni à l'ESCP, ni au top 5, mais l'INSEC est une bonne école de commerce. Quand tu leur dis quelque chose d'aussi vrai, c'est-à-dire que tu leur donnes la réalité du marché, personne t'attend, Coco. Comment c'est pris? Tu me disais qu'ils te regardaient avec des grands yeux, mais ils se disent Madame Guinle, elle est complètement cinglée. Au contraire, elle tient à nous casser. Elle n'est pas gentille, pour faire court. Ou est-ce qu'ils disent autre chose? Enfin, sincèrement, tu leur tiens ce discours de vérité que moi aussi j'aurais tenu si un jour j'étais professeur ou intervenant comme toi dans une école de com ou de commerce. Mais comment c'est pris tout ce que tu leur dis, ce reality check, comme on dit là-bas? Ça leur fait beaucoup de bien. Moi, tous les ans, j'ai des retours là-dessus. «Merci madame de prendre le temps de nous parler de ça». Parfois, j'en ai même qui me posent des questions sur voilà, le type des candidatures. «Est-ce que vous pouvez relire ma lettre de motivation?» et cetera. En fait, pour être cohérente, moi, je peux pas juste leur dire: «Personne vous attend». Mais si vous avez besoin que je vous aide pour un truc, je suis là. Et donc, comment je peux vous aider à être la personne qui va être, séduite par, un recruteur? Donc je suis pas juste en train de leur dire, quand ce que tu disais, méchante, elle veut nous saquer. Non, c'est: «Personne vous attend, mais venez si vous voulez, on en parle ensemble et je vous montre que moi, je trouverais hyper intéressant si je devais vous recruter». Et donc je les accompagne finalement, pas toute l'année, mais à la demande, sur ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Parce que ça fait bientôt 11 ans que tu le fais. Ouais. C'est quoi que ça t'apporte? J'imagine évidemment qu'il y a ce côté on reste éternellement jeune. C'est ce que me disent en tout cas des gens qui ont beaucoup d'expérience comme toi. Toi, ça t'apporte quoi particulièrement? Parce que 11 ans, c'est pas un hasard. C'est que tu le kiffes, ce Oh, métier même d'intervenant. j'adore ça. Bon, Ouais, voilà. ouais. Et c'est quoi le kiff justement à enseigner à des jeunes d'école de commerce? Alors, ce que tu viens de dire est très vrai. Le fait d'être en lien constant avec ces générations nouvelles qui étudient, apprennent, questionnent, le monde, ça aide à garder un œil réaliste sur la société.
Je suis jamais étonnée d'une, l'évolution d'une tendance, d'une considération. Tu sais, on parle beaucoup des nouvelles générations et de leurs attentes du marché du travail. Moi, je suis pas étonnée. Il y a des gens, ils tombent de leur chaise. Alors, les discours de boomers toujours: «Les jeunes ne veulent plus travailler». Moi, je pense pas. Par exemple, ça me laisse, je trouve, un regard, que je pense réaliste sur, qui ils sont, ces jeunes-là qui arrivent sur le marché. Donc c'est un rapport avec les plus jeunes qui est, intéressant. Ça évite, en fait, un gouffre, une incompréhension, un trop grand décalage. Donc je trouve que ça me laisse un lien de proximité avec, toute cette catégorie de population qui a, voix au chapitre sur, la place que telle ou telle, valeur prenne dans la société aujourd'hui. C'est des gens qui sont adultes, qui votent, enfin je veux dire qu'il faut considérer, ils sont pas plus bêtes que d'autres en fait. Et si on trouve qu'ils sont moins curieux, aidons-les à rester curieux. Et typiquement, moi, c'est ce que je fais. Au lieu de dire: «Oh, ils veulent plus rien faire, ils sont pas curieux», je dis: «Bah, attendez, venez, on va en discuter. Moi, j'ai plein de trucs à vous raconter qui pourraient peut-être vous intéresser et donc vous rendre curieux». Donc ça me permet aussi de me sentir utile, de me dire, s'il y a quelque chose que je considère comme dommage ou, en perte de vitesse et que c'est quelque chose que je trouve important, en enseignant, je peux être, d'un porte-drapeau à ma petite échelle, de cet élément que je trouve important. Et donc typiquement, me spécialiser en com responsable parce que je trouve fondamental aujourd'hui que ces métiers, comme le reste de la société, adoptent des pratiques moins lourdes pour l'environnement, plus sociétalement conscientes, de la diversité, de l'inclusion, enfin des enjeux, voilà, incontournables. Je trouve ça fondamental qu'on pratique ce métier-là comme ça, donc je l'enseigne. Parce que sinon, je peux gueuler que c'est pas bien, mais si j'aide pas à ce que de futurs professionnels, aient ces notions-là en tête, ça changera pas. Donc je me sens utile. Ça, c'est le deuxième élément. Ça m'apporte beaucoup un sentiment d'utilité, très fort et vraiment, c'est pas, par dizaines, mais chaque année, j'ai des retours d'étudiants qui me parlent de ça. «Vous m'avez aidé à ça et ça et ça. Grâce à vous, j'ai compris ça et ça et ça». Et je trouve ça super. Pas parce que ça me polie l'ego, je m'en fiche, mais parce que je me sens utile. Et ça va avec la transmission qui est l'autre élément, fondamental, qui m'anime dans l'enseignement. C'est que mon niveau de satisfaction est assez énorme quand je réalise que ce que j'ai transmis a été compris, acquis et comment dirais-je? Exploité à son tour. Je parlais de Camille tout à l'heure avec qui je travaille, qui était mon étudiante que j'ai ensuite, embauchée en alternance puis recrutée ici, avec moi. Quand, Camille me dit: «Ah, j'ai repris un truc que tu avais fait l'année dernière, ça m'a aidée pour ça». Mais je suis super contente en fait, parce que et c'est pas parce qu'elle a repris un truc que moi j'ai fait. C'est qu'en fait, à comprendre, à interpréter ou à analyser un truc que j'ai fait, ça l'a aidée elle à être plus efficace ou mieux comprendre son métier qu'elle est encore en train d'apprendre, puis ça fait 2 ans qu'elle travaille. Et donc cette transmission-là, je crois que c'est vraiment ce qui m'apporte le plus. Donc, la proximité avec la jeune génération, oui, le fait de comprendre les attentes de ces jeunes gens qui, questionnent, challengent, poussent les limites un peu de la société, me sentir utile, la transmission. Et dernier élément, ça je pense que c'est propre à toutes les personnes qui enseignent, je suis obligée de rester performante dans mon boulot pour que mes cours soient, «à la page» entre guillemets. Il faut que je sois, au fait des dernières tendances pour que mes cours soient pas complètement décorrélés de la réalité des métiers. Et le fait d'être challengée par les étudiants toute l'année sur ce que je fais, ça me rend plus efficace aussi au travail. C'est vraiment un win-win, game, tu vois? C'est quelque chose qui se sert mutuellement. Mon métier sert mon enseignement et l'enseignement sert mon métier. J'aurais énormément de mal à me passer de l'un ou de l'autre aujourd'hui. C'est un duo indissociable, vraiment, hein. Marine, justement, à cette jeunesse que tu côtoies depuis fort longtemps, quels conseils tu donnes à ces jeunes ou d'ailleurs à ces moins jeunes pour embrasser les métiers de la communication? Reste curieux, va au-delà de la seule consigne qui t'est donnée. Continue de te former, de t'informer tout au long de la vie. Reste, conscient de ton environnement. Ça aussi, c'est hyper important. Ça va avec la curiosité, mais tu peux être curieux, par exemple, en étant artiste et être complètement décorrélé, de la société. La communication, pour moi, et je le disais tout à l'heure rapidement, c'est l'un des métiers, et pas le seul du tout, hein, mais l'un des métiers profondément influencés par la société, mais c'est aussi l'un des secteurs qui influence le plus la société. Le rôle des médias dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui est colossal. Dans, la sensibilisation, des masses, des foules à des enjeux fondamentaux, mondiaux et cetera. Donc on manipule des outils, des notions qui peuvent avoir un impact colossal sur la société.
Et ça engage un sens des responsabilités qui doit aussi être colossal. Donc ça, c'est l'autre élément. C'est soyez conscient de votre sens de la responsabilité qui est la vôtre quand on travaille comme communicant. L'un de nos rôles va être celui de transmettre des messages à des gens qui savent qu'on va leur transmettre un message puisque c'est notre rôle. Donc, sauf si on fait très mal notre métier, quand on communique, les gens sont plutôt réceptifs à ce qu'on propose. Et donc ça engage des responsabilités. C'est Dumbledore qui dit un grand pouvoir engage de grandes responsabilités. Petite référence culturelle qu'on passe là comme ça. Qui est superbe, Mais qui plaira à ma fille énormément, moins à moi, parce que je ne suis pas fan de notre ami Harry Potter, c'est bien de lui dont il s'agit, c'est bien oui, ça. absolument. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais donc Dumbledore ne dit pas que des bêtises, et c'est pas qu'un méchant en fait, c'est ça? C'est un gentil, un méchant? Non, il est plutôt sympa, Dumbledore, dans la saga Harry Potter. On ne peut pas être très désagréable, Laurent, mais... Bon, alors tu as bien compris que c'est ma fille qui a un très grand poster de d'Harry Potter dans sa chambre. Ce n'est pas moi. Eh bien, c'est là que tu t'aperçois que je suis un boomer. Totalement assumé. Donc oui, cette responsabilité, elle est fondamentale. Mais comment veux-tu avoir la responsabilité, Marine, si tu n'es pas curieux de nature? Si tu n'as pas tendance à vérifier s'il n'y a pas tout simplement, par exemple, des fake news ou de la bêtise. Je prends vraiment le petit bout de la lorgnette de notre métier de communication qui ressemble presque plus, dans ce que je décris, à de l'information. Mais si tu n'as pas la curiosité, comment veux-tu traduire les choses et surtout éviter de dire d'énormes bêtises? Alors, c'est plus difficile si tu n'es pas curieux. Et il y a une autre qualité qui, pour moi, est indissociable du sens des responsabilités, c'est la conscience d'autrui, de son environnement. C'est-à-dire que tu ne peux pas, si tu n'as pas un minimum d'empathie ou un minima de conscience de ton environnement, tu ne peux absolument pas mesurer quelles vont être les conséquences potentielles d'un acte ou d'un propos que tu poses. Donc, curiosité, oui, mais conscience de l'autre. En fait, on dit souvent les communicants, c'est des artistes ou quoi, mais pourquoi ce sont des métiers de gens qui sont sensibles? Parce que pour moi, c'est fondamental. Si tu n'as pas cette sensibilité-là, tu loupes un pan monumental de ton métier. Tu es obligé d'être dans la conscience d'autrui. Mais non, si tu reprends le basique, le fondamental, là, le émetteur, message, récepteur. Bon, d'accord, mais il faut bien que tu sois consciente de ton récepteur pour pouvoir lui adresser le meilleur message. Donc il te faut cette ouverture à l'autre. Si tu fais que des tableaux, avec des ciblages marketing, la personne, elle a tel âge, elle vit dans telle ville et son parti politique, c'est tac, donc il faut que je lui dise ça, ça, au bout d'un moment, en tout cas en 2025, ta com, elle marche pas. Donc la conscience, en fait, d'autrui, elle est fondamentale. Donc curiosité, oui, sens des responsabilités, et ça, c'est aussi possible et c'est indissociable d'une conscience, au monde, à soi aussi et aux autres qui est indissociable d'un bon métier de communicant. Et voilà, pour moi, c'est ça les conseils que je donne, ils sont surtout, en fait, en savoir-être. Le savoir-faire, ça s'apprend, franchement, c'est plus ça dont il est question aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est le savoir-être qui fait souvent défaut chez les jeunes. Alors pas d'aujourd'hui, ceux d'hier, quand moi j'étais jeune, on nous disait exactement pareil. Et en effet, tu as raison, la technique, ça s'apprend. Et beaucoup de gens d'ailleurs se cachent derrière des techniques et des KPIs comme on dit en anglais, pour se la jouer, mais globalement, la donnée, la data, personne n'y comprend strictement rien, particulièrement dans nos métiers. C'est dommage parce que c'est passionnant, mais c'est pas la peine de se cacher derrière ça pour oublier justement l'essentiel, comme tu le dis. À savoir cette conscience, ce goût des autres, qui est fondamental, et pas uniquement d'ailleurs se faire plaisir, parce que tu le sais aussi bien que moi, en com interne comme en com externe, les communicants par moment, les mauvais communicants ont tendance à se faire plaisir, à faire un truc soi-disant créatif que personne ne comprend auprès de son public, et on se dit « Ah, t'as vu comme c'est cool ?» Ouais, mais sauf que personne n'y a compris quoi que ce soit. Est-ce que tu as vécu ça dans tes autres activités? Parce que tu as travaillé dans la communication publique au ministère de la Justice, tu as travaillé dans une fac, l'université de Bordeaux, tu as travaillé à l'INRIA, qui est aussi une très très belle structure de recherche, donc c'est de la science et qui est publique. Mais est-ce que tu as connu ces choses-là avec des gens qui finalement se faisaient plus plaisir qu'autre chose et qui oubliaient l'essentiel, à savoir, oui, on émet un message, oui, nous sommes un émetteur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un récepteur et que le récepteur, il est quasiment tout aussi important, voire plus important que nous-mêmes et notre petit nombril. Tu as connu ce genre de pis-aller de la communication qui sont insupportables, en tout cas à mes yeux? Oui, alors un exemple flagrant, je ne sais pas, mais oui, je l'ai connu. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que mon expérience de ce genre d'impasse, elle est plutôt dans l'événementiel. C'est-à-dire, tiens, intéressant. C'est-à-dire un événement qui va être conçu par
ceux qui ont un message à faire passer, donc un événement institutionnel, destiné en interne, Mhm. euh, et qui va complètement louper sa cible. Parce que la forme aura primé sur le fond, par exemple. Ah, d'accord. Un événement qui en met plein la vue, en déco, en ambiance. Alors, c'est sympa, on est d'accord, mais sur le moment. Et vient ensuite le bilan où tu demandes aux gens ce qu'ils en ont retenu, et là, rien. Ou un événement donc, qui va vraiment avoir cet effet show-off, où les livrables a posteriori pour que chaque personne présente à l'événement puisse éventuellement s'approprier ce contenu-là et le diffuser à ses équipes, bah non. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été prévu, ou ce qui a été livré n'est pas suffisant, etc. Donc finalement, des espèces de coups d'épée dans l'eau, avec à grands coups de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu dis, bah, quand même, l'événement, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça mobilise beaucoup de gens. Et on n'a pas pensé à la manière dont ça allait être reçu par le public. On a juste pensé à l'expérience du moment. Voilà. Sauf que tu peux assumer d'avoir un événement qui est juste un grand spectacle, une grande fiesta, mais en tant que communicante, encore une fois, ce que j'enseigne à mes étudiants et ce que j'essaye d'incarner moi, c'est que ton événement, vu le temps que ça et l'argent que ça te prend, c'est bien si tu imagines une efficacité pour l'événement qui va au-delà du jour J et de ce que tu proposes. Donc ça serve une stratégie, il faut que ça aille dans le sens de ce que l'entreprise a besoin de porter. Tu vois? Donc je l'ai vécu comme ça. J'ai vu des expériences, des événements façonnés pour plaire, surtout à ceux qui organisaient, C'est ça. et C'est ça. puis moins orientés vers la cible. Mm. Je ne l'ai pas vécu sur des messages ou des campagnes. Alors, en plus, ayant bossé pendant plus de 10 ans sur de la com publique, c'était moins mon secteur d'activité. J'en ai pas trop fait. Donc j'ai moins connu des ratés comme ça. Mais dans l'événementiel, j'en ai vu, ouais. J'en ai vu. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que finalement, parfois, cette direction générale, que ce soit dans le public ou dans le privé, je ne parle pas de Cultura, que ce soit très très clair, mais est-ce que finalement, cette mécompréhension de la communication d'un bloc de direction qui se dit c'est juste un truc sympa et funky avec des jolies hôtesses et avec du bon champagne et des bons petits fours, je caricature très volontairement Marine évidemment, et chères auditrices et auditeurs, vous l'avez compris vous aussi, mais est-ce que c'est finalement pas au travers de ces événements qui n'ont pas nécessairement été plus que sympathiques, qui n'ont pas duré et qui n'ont pas fait passer de réels messages, si ce n'est « ouais, c'était sympa, c'était joli, on en a pris plein les yeux, mais juste le temps d'une soirée », est-ce que c'est pas aussi, quelque part, l'aveu que parfois notre direction ne comprend pas nécessairement les fondamentaux de notre métier de la communication? Mais je dirais pas que la direction, en fait. Pour répondre à ta question, oui, c'est une preuve que la communication et ses enjeux, ses notions, est un métier encore très mal compris aujourd'hui. Mais pour moi, c'est presque universel. Et ça fait aussi partie des choses que je dis aux étudiants. Je leur dis, vous allez passer votre vie à expliquer pourquoi ce que vous faites, c'est important, qu'est-ce que ça sert, et pourquoi il faut vous donner de l'argent alors que vous n'allez pas en rapporter. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on te dit, clairement. Mais ça va me coûter combien ton truc là? Alors ça va coûter tant, mais les retours sur investissement ne sont pas chiffrés. Alors va porter ça dans de l'institutionnel, ça va, et du public, comme j'ai fait pendant 10 ans, ça va à peu près. Depuis que je bosse dans une boîte de retail, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus compliqué, que je continue de dire ça ne va pas rapporter de l'argent, mais c'est important quand même. Donc oui, c'est une preuve que la communication est mal comprise, mais en général, moi je regarde beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux, les communicants qui s'expriment sur leur expertise, qui font, alors c'est sous forme de carrousel ou de posts un peu travaillés, mais tu as beaucoup de témoignages comme ça de communicants qui expliquent que, voilà, moi j'ai longtemps, et encore, j'ai un pote dans la com, ce fameux compte qui passe son temps à publier des échanges, mais improbables, entre des agences et des clients, ou en train de dire un directeur et son communicant. Enfin voilà, on dit, mais c'est pas possible, c'est un dialogue de sourds. Donc c'est oui, ce métier est très mal compris, je pense, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un métier qui est, encore une fois, extrêmement sujet aux tendances. Donc ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Alors tu as les fondamentaux qui changent jamais, mais il y a quand même des choses qui évoluent très vite, sociétalement parlant, techniquement parlant. C'est un métier qui est très sujet aux évolutions technologiques également, et donc qui est challengé tous les 4 matins. Et beaucoup de gens aussi sont dans le subjectif, et la com fait aussi appel beaucoup au subjectif, à l'émotion. Et là, en fait, c'est la porte ouverte aux interprétations les plus variées. Et donc, tu es face à des gens qui se disent « Mais je comprends pas ce qu'ils font toute la journée. » Et puis « Ah tiens, ils m'ont proposé leur plan de com, j'aime pas du tout le violet. » Sauf qu'en fait, quand tu présentes un plan de com,
tu as fait l'erreur de choisir le violet comme, police de comme couleur de police, les personnes vont te parler que de la couleur et ne vont pas du tout lire ce que tu as prévu, ce que tu as écrit. Donc c'est rageant, mais ça arrive à tout le monde. Donc oui, c'est un métier extrêmement mal compris, mais pas que par les directions, vraiment, je pense, globalement. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où je dis aux collègues: «Est-ce que tu vas demander à un collègue à la RH ce qu'il fait de ses journées?» «Non. Pourquoi tu me demandes à moi ce que je fais de mes journées?» Justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux autres communicants qui sont face à cet agacement et ce mur qu'on se prend régulièrement dans la tête? Parce que je crois qu'il y a un moment, le dire comme, le responsable comme, on va parler des gens qui sont en entreprise. En agence, c'est différent. Mais les gens qui sont en entreprise se heurtent à ce genre de choses-là, ce genre de réflexion. Je n'aime pas le violet, alors que bizarrement, Jean-Étienne, c'est dans la charte graphique que nous avons du violet. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Bon. Est-ce que finalement, le dire comme, le communicant, n'a pas à avoir, au-delà de cette technicité et de son savoir-être, qui est fondamental, on en a parlé, est-ce qu'il n'y a pas aussi une posture? Et selon toi, cette posture, quelle doit-elle être? Moi, je considère que le directeur de la communication, le communicant, c'est un dirigeant, c'est un décideur. C'est pas quelqu'un qui fait en fonction des désirs de telle ou telle personne. Il va faire en fonction, évidemment, de la clientèle, des gens auprès desquels on va communiquer, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, cette fameuse, entre guillemets, clientèle, même si c'est pas le terme adéquat, particulièrement dans la com interne. Mais je crois qu'à un moment, notre job, c'est d'être des décideurs, de savoir dire non, peut-être pas nécessairement tout le temps taper du poing sur la table, mais à un moment, je vais être très vulgaire, je te prie de m'en excuser Marine, il faut les mettre un peu sur la table. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, la posture est fondamentale. Alors elle est, et moi je trouve qu'elle est évolutive. Alors tu parles du DIRCOM, quand tu es DIRCOM, a priori, tu as quand même, des années d'expérience qui, parlent pour toi et qui te permettent de taper du poing sur la table ou en tout cas de faire preuve de fermeté, y compris dans des moments où la pédagogie, tu la mets un peu derrière. En gros: «Attends, là par contre, ce que je dis est fondamental, j'ai besoin que vous écoutiez parce que si on ne fait pas ce que je suis en train de vous dire, il va se passer ça, ça ou ça». Donc la posture, elle est fondamentale. Je pense quand même que, quand tu es communicant, il faut que tu puisses énoncer les risques. C'est-à-dire que là, tu vois, ce que je viens de donner comme exemple, c'est: «Il faut que vous m'écoutiez, il faut qu'on fasse ça». Si tu dis juste ça, les gens vont se dire: «Ouh ouais, je sais pas trop pourquoi». Il faut que tu donnes quand même le sens derrière. Parce que si on ne le fait pas, le risque, c'est perte de notoriété, crise dans 1 an ou 2 pour telle et telle raison, et cetera, et cetera. Donc c'est pas forcément balancer le scénario catastrophe qui pourrait se produire, mais c'est alerter sur les risques. Et ça, je pense que c'est des notions qui, en termes de communication, sont très méconnues des non-communicants, par définition. Quelle est la zone de risque, vers laquelle je me dirige si, je ne prends pas cette décision en termes de com aujourd'hui, maintenant? La pédagogie, pour moi, elle est tout le temps là. Il y a des moments où la posture peut être ou la mettre en second plan. Arrêtez tout, faites ce que je vous dis, faites-moi confiance. Et ça, il faut effectivement être DIRCOM, avoir des années d'expérience pour le faire. Moi, par exemple, si je prends mon cas, tu disais que je suis pas loin des 20 ans de vie pro, c'est vrai, c'est assez récent que j'arrive à le dire. Et encore, je me revois il y a pas longtemps refaire un mail à une équipe qui allait, dans un mur pour un truc, j'étais là: «Comment je formule mon mail pour pas avoir l'air d'être la fille qui exige quelque chose?» Donc j'avais très peur du ton que j'allais utiliser et ça, c'est le deuxième élément, donc la posture et le ton. C'est-à-dire que je pense sincèrement que pour des métiers qui ne sont pas forcément considérés, comme les plus stratégiques, alors qu'ils devraient, comme la communication, le ton est fondamental. C'est-à-dire que si tu es un communicant, mais que tu arrives pas à faire passer ton message, y compris quand tu as besoin d'être ferme, bah, c'est que tu fais pas très bien ton boulot. Et c'est tout le temps, en fait, qu'il faut répéter, redire, réexpliquer. C'est une partie hyper importante de notre quotidien. Redonner le sens. Et j'en parlais encore une fois il y a pas longtemps avec Camille, avec qui je travaille. Elle me dit: «Mais c'est pas possible, je leur ai déjà dit 4 fois, ils sont encore en train de faire autrement». Je leur dis: «Bah, répète, recommence, redis-le» et ça finit par payer. Quand on préparait, ce rendez-vous, tu me disais, comment tu as fait pour, réussir à mettre en place, ces points de succès dont je te parlais? Tiens, j'ai réussi enfin à collaborer avec une équipe avec qui j'arrivais pas jusqu'à présent. Tu m'as dit: «Bah, comment tu as fait?» Je lui dis: «Mais ça fait des mois que je me rappelle à leurs bons souvenirs, ça fait des mois que je les interpelle quand il y a un sujet que je trouve intéressant. Eh, ça vous dirait pas qu'on parle de ça?» Ou ils viennent me dire: «Non, c'est pas le moment, on verra», ou qui font sans moi, qui me passent par-dessus, qui font comme si j'étais pas là. Et bah, il y a un mois, ils m'ont appelé en me disant: «Marine, il y a ce projet-là qui sort, viens, on en parle, comme ça on communique dessus». Mais le kiff de ce mail que j'ai reçu où j'ai dit: «Jeanne, je dis: "Mais ça y est, c'est bon, ça y est, j'ai réussi"». Et bah, ça prend un temps colossal.
Mais alors, c'est quoi, selon toi, les qualités pour être une queen ou un king de la com? Parce que très honnêtement, ce que tu me racontes là, moi qui suis entrepreneur depuis 15 ans, qui ai toujours été en agence, j'aurais pété un câble depuis très longtemps. Mais c'est mon tempérament. C'est quoi les qualités, bon sang, que les plus jeunes, ou d'ailleurs les moins jeunes qui nous écoutent, se disent, putain, il faut que j'acquière cette qualité. Qu'est-ce que tu dirais, Marine, pour peut-être pas donner un baume au cœur du baume au cœur à ces gens? Tu vois, j'en perds mon latin, mais c'est quoi les qualités, bon sang, pour être un king de la com ou une queen de la com? Alors, la première pour moi, c'est le sens de l'écoute. Quand on est communicant, on pense souvent il faut savoir communiquer, donc transmettre un message. Mais si tu es incapable d'écouter, avant de communiquer pour savoir comment parler ou après avoir communiqué pour voir si ton message est bien passé et s'il faut que tu réorientes éventuellement, tu vas pas être bon en fait. Donc la capacité d'écoute, fondamentale. Communiquer, c'est pas transmettre un message, c'est d'abord écouter. Les bruits, les murmures de la société, de ton terrain, de ton public, récolter les attentes, les impressions, les peurs, t'écoutes. Et après, tu communiques. Ça, c'est la première des choses. C'est l'annonceur en tout cas, parce que, enfin, tu me diras en agence, oui, mais en agence, tu reçois des briefs, quand ils sont bien faits, tu reçois des briefs, et donc après, tu peux éventuellement t'adapter. Mais là, je parle vraiment, moi, j'ai qu'un parcours annonceur, donc ça m'étonne pas que quand je te raconte ça, toi, qui est agence pure, tu te dises, mais j'aurais dévissé. Moi, c'est l'agence qui m'aurait fait dévisser. Donc, tu vois, chacun aussi son prisme, mais voilà, en l'occurrence, capacité d'écoute, premièrement. Deuxièmement, le sens de l'expertise et de la pédagogie. Sans avoir l'air de râler, rechigner ou taper du poing, être en mesure et de doser savamment le «je sais de quoi je parle». Rappeler toujours la stratégie qu'il y a derrière. Et donc ça, pour moi, c'est la pédagogie quotidienne. C'est pas simplement dire à un collègue qui t'envoie un vieux logo sous Word: «Excuse-moi, j'ai besoin du logo sous un format machin». C'est lui dire, «Si tu m'envoies ton logo sous Word, il va être en trop basse définition, je vais pas pouvoir du tout l'utiliser. Est-ce que tu sais si je peux le trouver ailleurs, d'un autre format?» et cetera. Alors oui, ça prend un temps colossal. Tu as juste envie de dire au gars: «Écoute, on est en 2025, est-ce que tu peux éviter de me coller un logo sur un document Word et de me l'envoyer par mail, s'il te plaît?» Parce que oui, véridique, ce sont des choses qui arrivent encore. Et donc, souffler un grand coup, prendre le temps de ne pas agresser le collègue en question et de lui passer un coup de fil sympa qui vient expliquer les choses. Bah, ça, pour moi, c'est la deuxième grande qualité, c'est ne pas prendre pour soi quand quelqu'un te montre par A plus B qu'il a rien compris à ce que tu fais et être capable de répéter avec pédagogie et patience, tu l'évoquais tout à l'heure, le fondement de ton métier, pourquoi c'est important. Donc le sens de l'écoute et le sens de la pédagogie, parce que quand tu es chez l'annonceur, en l'occurrence, tu auras toujours besoin de, expliquer ce que tu fais, de quoi tu as besoin pour bien le faire, pourquoi il faut qu'on t'intègre dans les dossiers dès qu'ils démarrent et pas une semaine avant que ça sorte pour que tu pondes une stratégie de com en 3 jours et cetera. Donc sens de l'écoute et expertise revendiquée, assumée et diffusée avec pédagogie. Merci beaucoup, Marine. J'ai une dernière question, elle est loin d'être facile. Est-ce que tu penses que la communication interne est morte? Je m'explique. J'ai toujours considéré que la com interne, quand elle était rattachée à la DRH, c'était le meilleur moyen de lui tirer une balle dans la tête. Oh, mais que se passe-t-il? Marine, tu es rattachée au RH de Cultura. Mathieu, le DRH, te laisse faire ton métier comme une vraie professionnelle que tu es. Donc, je suis un véritable crétin en critiquant nos amis DRH. Mais malgré tout, j'ai toujours considéré que plus la com interne était rattachée à la DRH, moins ça fonctionnait. Selon toi, elle existe encore, la com interne, ou est-ce qu'elle est morte? Et est-ce qu'elle n'est tout simplement pas de la communication au sens le plus large du terme? Alors pour moi, la com interne est plus vivante, que jamais, surtout depuis, 2020, le confinement, la mise à l'arrêt et au chômage technique ou partiel des collaborateurs, les entreprises, voilà, la planète s'est mise à l'arrêt, les entreprises se sont mises à l'arrêt et j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'aspect crucial de la com interne. Vraiment, et ça, j'en suis, intimement persuadée. L'autre élément qui pour moi, donne sa place à la com interne aujourd'hui, c'est, le rapport au travail qui change, les attentes des collaborateurs qui évoluent, le fait que moi je continue de penser que les gens ont toujours envie de travailler, mais autrement, que l'équilibre vie pro, vie perso soit plus important aujourd'hui qu'avant et c'est tellement bien. Moi, je vois comment ma mère a galéré quand on était enfant pour nous faire garder, comment elle s'est ruinée en frais de garde parce qu'elle avait des horaires imposés, parce que comme elle était cadre, il fallait pas qu'elle quitte avant 19h, 20h son boulot. Et comment je vois moi qu'aujourd'hui, en fait, je suis capable d'aller chercher ma fille à l'école tous les soirs parce que mon employeur ne me demande même pas à quelle heure je suis partie. Ce genre de choses sont fondamentales aujourd'hui.
et donnent toute leur place à la communication interne. Parce que le rapport que le collaborateur va avoir vis-à-vis de son employeur, l'un des acteurs clés, c'est la com interne. Toi qui es une vraie communicante, lorsqu'on t'a proposé ce poste de communication interne chez Cultura, toi qui viens plutôt du public, parce que tu as travaillé, je le rappelle, au ministère de la Justice, à l'INRIA, à l'Université de Bordeaux, donc nous sommes dans la sphère publique, tu arrives dans le retail, comme tu dis très justement, où là c'est une culture totalement différente. Quand tu as accepté de faire de la communication interne, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes potes communicants ? Ils t'ont dit mais t'es folle, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas passer du public, du très institutionnel à la grande distribution, je schématise volontairement, mais en plus tu vas faire de la com interne. Ils se sont dit que tu étais cinglé ou est-ce qu'ils se sont dit au contraire, elle est vraiment courageuse ? Et écoute, ni l'un ni l'autre, j'ai surtout eu des échos de mais c'est trop bien, tu vas bosser pour Cultura. Avec quoi j'étais d'accord moi-même en disant mais oui, je suis trop contente. Voilà. Et je vais même, si j'avais eu en face de moi des gens sceptiques à l'idée que je bascule dans la com interne, j'aurais eu pour moi cette réponse qui est que, mais fondamentalement, moi, Marine, j'ai besoin que mon métier, il soit un objectif finalement d'intérêt général. Je n'ai pas envie, je peux, mais je n'ai pas envie de consacrer ma matière grise à de la com produit. Pourrait pour Cultura parce que je trouve que le produit qu'on commercialise est très noble. Mais aujourd'hui, le fait de faire de la com interne, ça nourrit le besoin de sens. C'est-à-dire que Cultura est une entreprise qui propose de la mobilité interne. Et donc, tu es régulièrement invité à te projeter. Tiens, est-ce que tu te projettes dans un autre métier chez nous ? Et à chaque fois, je dis, mais non, j'aime trop moi ce que je fais. J'aime trop avoir comme quotidien de l'interaction avec les collègues. Comprendre ce qu'ils font, ce qui les pousse, leur expliquer une décision que l'entreprise a prise. Mais moi, j'adore ça. Ça nourrit profondément mon besoin de sens. Sans doute mû par les années passées dans la fonction publique. Parce que quand tu fais de la com publique pendant plus de 10 ans, tu as cette quête de sens, cette notion de l'intérêt général qui prime, tu vois. J'ai jamais pratiqué mon métier à des fins marchandes, de commercialisation d'un produit. Je suis très éloignée des notions de communication, de marketing. Et donc, pour répondre à la question initiale, la com interne, elle n'est pas morte. Et je dirais même qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, la com interne, c'est l'un des pans fondamentaux de la com institutionnelle d'une boîte. Pour moi, elle fait partie de ce panier que je trouve fascinant, qui est la com institutionnelle, qui elle aussi prend de nouvelles couleurs depuis quelques années. Dans la com institutionnelle, tu as les enjeux de marque, tu as les enjeux de partenariat, tu as tous les enjeux d'image de l'enseigne auprès, y compris de ses publics B2B, l'enseigne vis-à-vis de ses collaborateurs, la communication employeur, tous ces enjeux-là de marque, de rayonnement, de positionnement d'une enseigne, y compris, tu vois, sur son marché. Quel est l'enjeu sociétal pour Cultura aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle va valoriser institutionnellement qui va la positionner sur son secteur, sur son marché, au sein de ce pays sur lequel elle se positionne ? Tout ça, pour moi, c'est la com institutionnelle. C'est finalement ça, le grand panier. Le mot panier est vraiment pas adapté, mais voilà, cette grande bulle des possibles que révèle la communication institutionnelle pour une entreprise. L'interne, la marque, le politique, le sociétal, la communication employeur. Et tous ces éléments-là se servent mutuellement. À chaque fois que je pose cette question vis-à-vis des communicants internes, en tout cas ceux qui ont sur leur signature de mail responsable ou directeur de la com interne, je leur pose toujours cette question, est-ce que la com interne est morte ? Évidemment, c'est une question piège volontairement, Oui. parce que venant de la communication employeur, j'ai toujours été intimement convaincu, et d'autant plus depuis que je suis entrepreneur, qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et c'est une véritable vérité, tu vois, c'est pour te dire. Et sans femmes et hommes dans l'entreprise, il ne se passe strictement rien. Ça peut être l'enfer comme ça peut être aussi le paradis. Et je crois, en effet, que la com interne est fondamentale à partir du moment où elle est abordée comme une vraie communication, au sens qu'il y a les techniques de communication de la com externe, de manière générale, et institutionnelle, comme tu le soulignes très justement, Marine. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir fait, parce qu'il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui ne jurent que par la communication, on va dire B2C, vente aux clients. C'est passionnant, hein, attention, hein, c'est passionnant. Bien sûr. Mais j'ai toujours considéré que c'était nettement plus facile que faire de la communication institutionnelle. Tant le spectre de la com instit, de la communication corporate et B2B est très 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 large et parfois on ne sait pas où donner de la tête et l'interne en fait évidemment partie et l'interne reprend tout ça. Donc encore une fois, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que la com interne, c'est comme la com publique, ça n'est pas la D2 de la communication, c'est la Ligue des champions. Et puis,
il faut bien le reconnaître, toi tu as cette chance-là aussi, Marine, puisque tu es un exemple de queen de la com et de la com interne, c'est que tu travailles sous la coupe d'un DRH, Mathieu, dont on rappelle le prénom et que je salue encore une fois, et un homme qui te laisse bosser, j'allais dire qui te fout la paix, auprès duquel tu fais un reporting. Mais ça, je crois que c'est très important aussi de faire comprendre à nos plus jeunes auditeurs et auditrices qu'il faut avoir aussi une certaine latitude dans le précaré dans lequel nous évoluons dans la maison pour laquelle on travaille. Tu es bien d'accord avec moi? Absolument, c'est la reconnaissance d'expertise mutuelle. Quand là, en l'occurrence, c'est mon cas, le DRH n'est pas un communicant, donc j'ai un N+1 qui n'a pas mon expertise, mais qui en a évidemment une autre et qui, en revanche, attache beaucoup d'importance à ce que je fais. Et donc, dans notre relation au quotidien, il y a tout ce lien de reconnaissance d'une expertise et entre ce que lui va avoir comme vision, comme attente, comme souhait, et ce que moi, je vais venir nourrir de mon expertise, qu'est-ce qu'on en sort pour Cultura. Et évidemment, c'est un travail au quotidien, mais c'est aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire en arrivant chez Cultura, c'est de structurer la communication interne parce que l'entreprise y était prête, parce que c'est la commande qu'on m'a passée. Et finalement, depuis 4 ans, mais depuis 2 ans et demi à la DRH, la structuration de la com interne et les traits de la com interne aujourd'hui chez Cultura sont liées aux décisions qu'on a prises conjointement avec le DRH. Tout comme certaines sont des décisions que j'ai prises avec la directrice de la communication qui m'a recrutée à l'époque. Voilà, on construit progressivement en posant des bases et qui répondent aussi à à l'évolution de certaines contraintes. Quand je suis arrivée il y a 4 ans, on m'a adressé une demande de structurer la com interne, j'ai proposé de nouveaux outils, les missions, etc. Quand j'ai basculé à la DRH, il y a eu des enjeux d'accompagnement au changement qui étaient plus forts, etc. Ça m'a permis de prendre en main la com employeur qui était rattachée à la DRH jusqu'à présent. Donc ça vient donner de belles couleurs à la communication employeur. Tout est lié finalement, c'est une progression. Et oui, aujourd'hui, le DRH n'a pas l'expertise communication que j'ai, mais les deux se nourrissent et servent les besoins que Cultura a aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, une des décisions autres sera prise et on verra. Mais aujourd'hui, on a un terrain de jeu qui est passionnant, sincèrement. Pour de l'interne, pour de l'institutionnel, il y a énormément de choses à faire. Et pour le coup, quand les gens arrivent chez Cultura, une des premières choses qu'ils disent, c'est le terrain de jeu qu'on a, il est énorme. Eh bien écoute, on va se quitter sur ce terrain de jeu absolument énorme, passionnant, fait de passionnés, culturel évidemment. Merci beaucoup Marine. Tu es une véritable... Merci à toi. Je t'en prie, tu es une véritable queen de la com et tu viens de montrer lors de cet épisode comment se comporter, comment arriver et rebooster un service de communication interne, comment travailler en bonne intelligence avec son N+1, et puis montrer que non, la communication interne n'est absolument pas, je le redis, je le souligne, même si je la tense, qui aime bien châtie bien, eh bien non, la com interne n'est absolument pas la Ligue 2 de la communication. C'est la vraie Ligue des champions. Et sincèrement, tu as été une magnifique ambassadrice de cette com interne. Je te remercie. Puis on va remercier aussi une certaine Madame Hydrac, Stéphane de son prénom. Absolument. Merci beaucoup Stéphane pour cette mise en relation passionnante. Eh bien absolument. Et nous avions pris un sacré apéro lorsqu'elle m'a parlé de toi. Et je me souviens du SMS absolument fatigué que je t'avais envoyé et tu avais réagi avec beaucoup d'humour. Nous étions donc faits pour nous rencontrer. Je l'espère un jour du côté de Mérignac, parce que je suis prêt, moi le Toulousain, à aller à Bordeaux, tu vois, ou les alentours de Bordeaux. Je n'ai rien contre le 33, moi qui viens du 31. Tu vois, je suis sympa. Oui, tu as vu ça, je suis très ouvert. Oui, c'est très sympa. Oui, c'est ça l'esprit des Kings. Bon, sincèrement, trêve de plaisanterie, c'était absolument passionnant, Marine. Tu reviens dans le décodeur de la com. Lorsque tu le souhaites, quand tu le veux, tu es plus que la bienvenue. Et sincèrement, cet épisode de Kings and Queens, à mon avis, cette série du décodeur de la communication, va faire date. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Tu es une vraie championne du monde. Merci à toi. Merci Laurent. Alors, chers auditrices et auditeurs, quand on entend une queen de la com, et pas que de la com interne, qu'est-ce qu'on fait ? 5 étoiles sur Apple Podcasts, 5 étoiles sur Spotify, et surtout, on s'abonne au décodeur de la communication, le seul et unique podcast intelligent et intéressant sur la communication. Tu as remarqué, Marine, ma très grande modestie, hein ? Oui, et l'objectivité dont tu fais preuve est vraiment un exemple. Oui, exactement. Malgré mon succès, j'ai su rester très humble. Bon, trêve de plaisanterie, vous vous abonnez au décodeur de la com, et merci à toi, Marine, c'était absolument passionnant. Ciao, ciao.